Les États-Unis vont-ils obtenir le Groenland? Réponse courte, absolument pas. Voyons où cette question peut nous mener et ce que nous pouvons en tirer. Faisons un géodiscutons. Ou soutenir mon Patreon, faites-le. Revenons au sujet. Je déteste 3 choses plus que tout. Les moustiques, les longues files d'attente et avoir froid. Cela dit, je suis fasciné par l'Arctique et j'y retourne sans cesse. Je suis allé 2 fois au Groenland en hiver et en été. J'ai eu la chance d'y emmener ma mère, qui a même fait cette peinture sur mon mur. Laissez-moi vous la montrer. Permettez-moi de préciser, ce sont des icebergs dérivant en été dans le fjord d'Ilulissa. Mes abonnés me demandent souvent lors de nos rencontres, quel est ton endroit préféré parmi tous ceux visités? Je fais toujours attention en répondant à cette question, car chacun souhaite que je mentionne son pays. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai certains de mes meilleurs souvenirs au Groenland. Ce lieu figurerait certainement dans mon top 3, voire même dans les 2 premiers. C'est comme une planète complètement différente. Malgré la roche et la glace omniprésentes, les habitants de cette région sont remarquables. Je me souviens d'une fille de 14 ans qui attendait un bus à Nuuk. Elle m'a dit « L'autre jour, j'ai abattu un bœuf musqué. J'ai nourri ma famille. Et on en mange au dîner. » C'est comme si, dès le plus jeune âge, tout le monde apprenait à supporter le froid et les conditions complètement et totalement inhospitalières, et non seulement à y survivre, mais à s'y épanouir. C'est comme si tout le monde, de l'enseignant au plombier, de l'artiste au musicien, même le gars de l'informatique qui bosse dans un bureau, c'est comme s'ils savaient tous chasser, pêcher et se battre pour survivre. Ensuite, ils rentrent chez eux pour se détendre devant Netflix ou aller jouer au billard chez Daddy's, mon bar préféré à Nuuk. Allez-y jeter un œil si vous visitez un jour. Le Groenland occupe depuis longtemps une place spéciale dans mon cœur. Ce sujet me touche personnellement, comme l'histoire du Groenland dont tout le monde a entendu parler. D'accord, oui, ces dernières années, le président Trump a envisagé l'idée d'acheter le Groenland, ce qui bien sûr au début semble plutôt hilarant parce que ça sortait un peu de nulle part. On a déjà assez de problèmes intérieurs à gérer, et voilà que le Groenland refait surface. On n'en avait pas entendu parler depuis la Seconde Guerre mondiale. Et même si le sujet est un peu aléatoire, ce qui est étrange, c'est que ça ouvre en quelque sorte d'autres pistes de discussion qui avaient besoin d'être abordées. J'ai déjà expliqué dans des épisodes précédents, mais pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur la chaîne, laissez-moi vous donner un petit aperçu rapide du Groenland. Le Groenland est cette immense île dans l'Arctique. L'île est recouverte à 80% par la calotte glaciaire en permanence. Les 20% restants sont des zones de fjords côtiers où vit 90% de la population, principalement sur la côte ouest. Aujourd'hui, leur population s'élève à environ 60 000 habitants, faisant de cette région la moins densément peuplée du monde. Le Groenland est-il un pays? Eh bien oui et non. Sur le papier, ils sont considérés comme un pays constitutif du Royaume du Danemark. Ils ont néanmoins obtenu l'autonomie interne en 1979 et une autonomie et autodétermination accrue en 2009. Cela signifie qu'à part quelques décisions diplomatiques majeures, le Danemark laisse les Féroïens tranquilles et leur permet de se gouverner de manière autonome. Le problème est que leur structure sociale est très imbriquée et basée sur le modèle danois. Le danois est leur langue seconde. La plupart de leur commerce et de leurs importations passent par le Danemark. De plus, leurs services sociaux et leur monnaie sont danois. Donc, cela les maintient un peu liés au Danemark. Et si la question de la sécession ou même de l'annexion par un autre État est soulevée, s'ils n'ont pas encore décidé de proclamer leur indépendance, alors techniquement, ces mesures devront passer par le Danemark. Alors, voilà le truc. Le concept selon lequel les États-Unis administreraient d'une manière ou d'une autre le Groenland n'est pas nouveau. En fait, il y a eu plusieurs moments dans l'histoire où les États-Unis ont soit envisagé, soit même tenté non seulement d'acheter le Groenland, mais même le Danemark, à un certain moment, il a aussi un peu réfléchi, puis ils se sont dit « non ». C'est un peu comme ce mème de la fille au kombucha, vous voyez, genre « non, enfin, mais on va un peu trop vite là ». Pour contextualiser, en plus de l'annexion et des batailles, il y a aussi les référendums insulaires, comme lorsque les Samoa américaines ont voté pour rester avec les États-Unis, ce qui était un peu étrange comme je l'ai expliqué dans mon épisode sur les États-Unis. Malgré tout, Dwayne The Rock Johnson a marqué l'histoire. En outre, les États-Unis se sont aussi agrandis par des achats, comme celui de la Louisiane, doublant presque leur taille, ou de l'Alaska aux Russes à bas prix. Cela dit, l'idée d'acheter le Groenland et même l'Islande à une époque, parce qu'elles étaient aussi sous contrôle danois, traîne depuis les années 1860. Un de nos anciens secrétaires d'État avait rédigé une proposition qui n'est jamais arrivée au Congrès. Ils y pensaient, et ce n'est qu'au cours des années 1910 que les États-Unis ont réellement eu une option sérieuse. À cette époque, le Danemark avait des difficultés financières et il n'était pas jugé rentable de conserver ses colonies éloignées. Ils ont donc proposé aux États-Unis d'acheter les Indes occidentales danoises, aujourd'hui les îles Vierges. Oui, mes chers compatriotes américains qui ne le savaient pas,
Nous avons acheté les îles Vierges au Danemark. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez encore voir des lieux portant des noms danois comme Christiansted, Neltjeburg, Lovenlund et Fredrikstedt. Le problème était que pour obtenir les îles Vierges, les États-Unis devaient reconnaître la revendication du Danemark sur le Groenland. Alors on s'est dit, pourquoi pas? Car s'ils avaient tenté de la vendre au Royaume-Uni pour étendre leur colonie canadienne, le Canada faisant encore partie du Royaume-Uni à l'époque, nous aurions vu cela comme un acte de guerre en raison de la doctrine Monroe, opposée à toute expansion européenne dans les Amériques. La transaction avec les îles Vierges a été le moment où le Danemark a été le plus proche d'envisager de vendre le Groenland. Il suffisait de reconnaître la souveraineté du Danemark sur le Groenland comme nous l'avions fait avec les Indes occidentales danoises. On ne peut pas acheter à un vendeur qu'on ne reconnaît pas. Bien que l'idée ait été mentionnée avec dégoût, elle a finalement été abandonnée et ne s'est plus reproduite. Le Danemark ne peut pas défendre efficacement le Groenland car il est trop occupé à lutter contre l'invasion nazie. En 1941, il conclut un accord permettant aux États-Unis de construire et maintenir des bases militaires au Groenland tant qu'une menace est perçue. Lorsque les États-Unis ont appris cela, ils se sont déchaînés et ont commencé à construire des bases dans le sud. D'abord à Nassostowak, puis ils sont allés à l'endroit le plus au nord, à Tulé, maintenant appelée la base aérienne de Pituffik. C'est désormais une station de la Space Force. Les États-Unis ont même construit l'aéroport de Genghis Luwak, qui possède la plus longue piste du Groenland et qui, jusqu'en 2024, était le principal hub international du pays, avant que Nuuk n'allonge sa piste pour accueillir de plus gros avions commerciaux, comme les Airbus 330. J'ai oublié les chiffres, mais il est fou de penser qu'au plus fort de la guerre froide, la population américaine a dépassé celle du Groenland pendant un certain temps. C'est pour dire combien de personnes étaient stationnées là-bas. Aujourd'hui, la seule base qui n'a pas été désaffectée est celle la plus au nord, à Tulé ou Pituffik. Ils ont changé le nom qui est proche de la ville de Konak. Tu n'as aucune idée à quel point j'ai envie d'aller à Konak. Oh mon Dieu, c'est l'une de mes destinations de rêve. Jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis sont toujours autorisés à avoir leur base là-bas, donc ils étaient présents pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Ils étaient chargés de défendre le Groenland. Cela a poussé les États-Unis à s'intéresser davantage aux affaires du Groenland, mais le gouvernement danois a toujours été un peu réticent. L'ancien ministre danois des Affaires étrangères, Gustav Rasmussen, a dit que même si le Danemark doit beaucoup à l'Amérique, ils ne peuvent pas leur donner ce qu'ils demandent. Je ne pense pas que nous leur devions toute l'île du Groenland et en 1947, l'ancien ministre danois de l'Agriculture, Jens Sundrip, est cité lors d'un débat budgétaire. Des rumeurs dans les journaux ont évoqué le souhait de l'Amérique d'acquérir le Groenland. Le dollar est en passe de devenir un facteur clé dans tous les domaines. Je ne suis au courant d'aucune démarche concernant l'achat du Groenland, mais je suppose que nous n'entreprendrons rien à ce sujet. Si les Groenlandais souhaitent une quelconque relation ou une sécession, ce serait une autre affaire, mais à cet égard, il ne peut être question d'aucune forme de transaction financière. Prenez bien note de cette dernière phrase. Cependant, si les Groenlandais souhaitent une quelconque relation ou sécession, ce serait une autre affaire, parce que voilà le problème. Pendant tout ce temps, nous avons parlé des États-Unis et du Danemark, États-Unis, Danemark, États-Unis, Danemark. Mais il existe une troisième partie totalement oubliée et négligée, dont personne ne semble se rappeler ou discuter. Le peuple groenlandais lui-même. Maintenant, croyez-moi, j'adorerais parler de ce sujet, mais je pense que ce ne serait pas juste à moins d'avoir une vraie personne groenlandaise pour s'exprimer elle-même. Laissez-moi vous présenter Malik, mon premier ami groenlandais et mon groenlandais préféré. Ce gars-là s'y connaît et est très passionné. Très impliqué en politique, il travaille au gouvernement groenlandais. Passionné par tout ce qui concerne le Groenland, c'est mon gars sûr. Allons-y. Salut Malik, comment ça va? Comment tu vas? Oui, t'es dans ta voiture en ce moment et tu es au Groenland. Oh mon Dieu! C'est fou, j'espère que tu restes au chaud là-bas dans ta voiture au milieu d'une tempête de neige. Malgré la neige et la tempête, il ne fait pas si froid. On a environ 0,5 degrés ici. Ce n'est pas mal, ni vraiment froid. Salut, comment allez-vous? Êtes-vous prête à devenir américain? Malik, le Groenland est un centre d'attention majeur. Expliquons simplement aux spectateurs pourquoi c'est si important. Oh oui, c'est très important pour d'autres pays depuis de nombreuses années, surtout pour les États-Unis, sur le plan militaire et sécuritaire. Les bases existent au Groenland depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors Malik, peux-tu expliquer aux téléspectateurs ce qu'est une personne groenlandaise? Ah oui, une personne groenlandaise devrait être quelqu'un qui vit au Groenland ou qui a des origines groenlandaises. 90% de la population groenlandaise est inuite, mais les Inuits sont présents dans tout l'Arctique. Il y a également des Inuits en Alaska et au Canada,
Notre groupe inuit particulier s'appelle les Eskimos Thule ou les Inuits Thule. Mais il y a aussi eu des Vikings qui se sont installés au Groenland, disons à la même période, mais vers les années de 900 et quelques. Un petit mélange, principalement inuit, un peu danois, mais oui. En tant que pays constitutif du Royaume du Danemark, vous bénéficiez d'une autonomie. Pouvez-vous expliquer ce que cela implique? Oui, bien sûr, nous sommes un pays. Le Groenland est un pays, les îles Féroé sont un pays, et le Danemark est un pays. Ensemble, nous formons ce qu'on appelle le Commonwealth du Danemark ou le Royaume du Danemark. Oui, mais en réalité, nous ne sommes techniquement pas un pays selon l'Organisation des Nations Unies. Nous n'avons pas de siège à l'Organisation des Nations Unies, mais nous avons notre propre langue, culture, territoire, un ancien hymne national et drapeau. Nous avons la plupart des éléments d'un pays, mais pas encore de constitution ni d'autoreprésentation dans les relations étrangères, qui relèvent de la constitution danoise à laquelle le Groenland est soumis. Vous avez une constitution rédigée, prête à être adoptée quand vous serez prêt. Oui, nous avons un projet qui est prêt à être soumis au vote, vraiment. Il pourrait avoir besoin de quelques ajustements, mais il est en quelque sorte prêt. Nous avons le droit, depuis 2009, dans la loi sur l'autonomie, de voter lors d'un référendum sur l'indépendance et nous pourrions le mettre en œuvre. Donc, vous pourriez tout à fait, si vous le vouliez vraiment, demain, proclamer l'indépendance. En théorie, oui, je le pense. En pratique, il faudrait peut-être attendre un peu avant d'annoncer le référendum, mais techniquement, c'est possible. La plupart des préparatifs sont faits. Il ne manque que l'aspect financier. Un pays sans subvention, mais ce n'est pas tant que ça. C'est environ 0,8 milliards de dollars américains en plus dont nous avons besoin dans le trésor maintenant. Donc, je pense qu'on peut y arriver. Oui, en tant qu'Américain, qu'on peut lancer une cagnotte pour toi. Ce serait tellement généreux. C'est pas... Les Groenlandais ont un rapport complexe avec le Danemark. Il est difficile de savoir s'ils se sentent vraiment danois. Quel est le véritable sentiment du Groenland envers le Danemark? C'est une question assez profonde et complexe. Nous avons des relations étroites avec le Danemark et nous sommes techniquement des citoyens danois. Pour ma part, je suis à moitié danois et à moitié groenlandais, donc je me sens danois d'une manière différente de la plupart des gens ici. Mais oui, nous nous sentons comme faisant partie de l'Union nordique. Les pays nordiques sont assez similaires à bien des égards. Mais il y a aussi tellement d'autres aspects culturels et simplement la façon dont l'esprit groenlandais fonctionne qui n'est pas vraiment danoise. Mais nous avons une grande union et cela s'appelle une communauté du royaume. Mais en réalité, c'est plutôt une unité composé de 3 parties. Alors, d'accord, passons à toute cette histoire avec l'Amérique. L'implication américaine au Groenland remonte à l'époque de la guerre et même après avoir désaffecté toutes les anciennes bases, il y a toujours eu une présence persistante de l'implication et de l'intérêt des États-Unis dans l'Arctique. Vous êtes même géographiquement plus proche des États-Unis et du Canada. Quel est le sentiment général des Groenlandais à propos de tout cela? Et que pensent-ils des Américains? Je crois que les Groenlandais apprécient globalement les États-Unis. Mais il y a aussi des questions urgentes comme la militarisation. Le Groenland n'a pas d'armée. Nous n'avons jamais eu d'armée ni de soldats. L'idée d'accroître la militarisation du Groenland au-delà de l'unique base existante peut susciter des inquiétudes chez certains. Donc, il faut une présence militaire au Groenland, peut-être l'élargir un peu pour qu'il y ait plus de reconnaissance sur la côte Est. Le Danemark ne peut pas faire grand-chose avec les 4 navires qu'il possède, qui vont maintenant être réduits à 2. Vous avez peut-être un argument valable, mais vous êtes autorisé à le faire. Vous êtes autorisé à avoir une présence militaire depuis 1940, puis cela a été étendu en 1951 et à nouveau élargi en 2004. Mais tout cela respecte jusqu'à présent les accords de l'OTAN. Donc, récemment, Donald Trump Jr. a en fait visité le Groenland et il semblait que vous, quand j'ai vu ça aux infos, vous étiez plutôt courtois, vous étiez au moins accommodant, prêt à discuter et à montrer votre hospitalité, mais peu importe vos intentions, je ne sais pas. Pensez-vous que cela mènera à quelque chose ou qu'en pensez-vous? Ça mène à une excellente discussion, quoi qu'il arrive. J'ai vraiment du mal à prédire ce que cela signifiera à l'avenir, vraiment sur le plan technique et politique, parce que comment cela se passe-t-il concrètement? Parce que nous avons aussi le Groenland qui
des droits. Nous sommes un peuple qui a le droit à sa propre représentation et aussi, bien sûr, nous avons le droit d'être un pays indépendant. Je ne sais pas. J'espère que ce sera davantage une exploration financière et économique de la part des États-Unis qui pourra aussi bénéficier À nous, bien sûr. mais si ça doit être comme un Osta Hechego, je ne pense pas que ce sera le cas. Ouais. Parce qu'on parle d'accord et on parle aussi d'annexion, qui sont deux choses différentes. Absolument. Ouais, je ne sais pas si la deuxième option serait quelque chose que les Groenlandais attendraient avec impatience. Je ne pense pas que ça va arriver, mais je crois qu'une coopération plus étroite est possible. Bien sûr, les États-Unis ont beaucoup de potentiel dans ce domaine. Alors travaillons avec ça. Quelque chose, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je veux dire, nous avons aussi l'accord Igaligo où les États-Unis disent qu'ils veulent travailler plus étroitement avec le Groenland sur ces projets exploratoires. Donc nous espérons que cela se concrétisera de manière pacifique et aussi au bénéfice des États-Unis et de nous-mêmes. Serions-nous à l'aise avec un statut d'association libre similaire à celui établi avec la Micronésie et Palau? Je pense que oui. L'indépendance n'a pas besoin d'être comme un interrupteur qu'on actionne et puis on a tout de suite un État souverain d'un seul coup. On pourrait commencer par étapes, comme des accords d'association libre et une sorte de garantie pour la sécurité financière. Ce serait cool. Vous gardez votre souveraineté sans être obligé de rester lié pour toujours aux États-Unis. Donc ce serait une sorte... Je pense que ce serait une façon réaliste d'aborder le problème. D'accord. Qu'est-ce que les Groenlandais veulent au final? Je pense que les Groenlandais veulent vraiment de la reconnaissance, être un acteur égal sur le terrain, reconnu comme un peuple entier et souverain. Penses-tu qu'il serait facile pour moins de 60 000 personnes de gérer la plus grande île du monde? Je pense que c'est pas un problème avec Internet, mais tout le monde est connecté. Ici, presque tout le monde se connaît, même si on vit très éloignés les uns des autres. Je pense que le fait d'avoir une petite population ne doit pas être un problème. C'est peut-être même plus simple à gérer ainsi. Oui, c'est assez vrai. Oui, du coup, il y a moins à répartir avec les impôts et tout le reste. Tu me connais, j'adore le Groenland et il a toujours eu une grande place dans mon cœur. Je vous soutiens, peu importe ce que vous choisissez de faire. Mais si vous décidez d'avancer d'une manière ou d'une autre qui implique les États-Unis, je suis là pour vous soutenir. Super. Eh bien, un dernier mot que tu voudrais dire au monde à propos du Groenland? Oui, on vient d'ouvrir un nouvel aéroport à Nuuk, facilitant ainsi les voyages ici. C'est vrai. Mais je vois que les billets partent très vite, alors qu'il vaut mieux les réserver à l'avance. Ouais, vous allez sûrement avoir beaucoup de touristes maintenant. En ce moment, on est envahi par les journalistes. Tous les hôtels sont complètement réservés par les journalistes. Nuuk va bientôt être submergé par le tourisme. Absolument, ouais. D'accord. Eh bien, Malik, je t'en suis vraiment reconnaissant. J'espère que tout ira bien pour toi. Sors de ta voiture et va dans un bâtiment chaud. D'accord. Je m'en occupe de suite. À plus tard. J'espère que tout ira bien pour toi. Voilà, vous venez d'entendre Malik. Et laisse-moi juste dire ceci. C'est un sujet qui semble un peu anodin au début, mais ensuite tu te rends compte que ça ouvre en quelque sorte une boîte de Pandore sur ce à quoi l'avenir du Groenland pourrait réellement ressembler. Le Groenland est tout simplement fascinant parce que dans sa façon de fonctionner, c'est la région la plus développée de toutes les zones arctiques et inuites. Et ils ont en quelque sorte trouvé des solutions. S'ils obtiennent l'indépendance, ils deviendraient la première nation inuite pleinement souveraine au monde. Mais, et c'est un mais très important avec une énorme réserve, mais s'ils décident de prendre une autre direction, cela pourrait aussi être intéressant. Écoutez, je dis juste que je suis américain, je suis allé au Groenland, j'ai rencontré des Groenlandais, ce sont parmi les personnes les plus cool et les meilleures que j'ai jamais rencontrées dans ma vie, et bon, je sais que vous riez probablement de ça, et que vous ne voudriez sans doute pas rejoindre les États-Unis, mais si jamais vous le faisiez, je serais heureux de vous accueillir dans ma famille, d'accord? Je dis juste que vous êtes vraiment incroyables et que vous feriez de super Américains, je vous jure. Et puis, on a déjà des Inuits en Alaska, vos cousins, donc vous pourriez traîner avec eux, vous entendez bien avec eux de toute façon, non? Je serais ravi de vous avoir. Vraiment, les Groenlandais sont les meilleurs. Ils sont trop cool. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ça ou vous voulez des gros burgers bien gras? Je sais que vous, les Groenlandais, vous aimez la graisse et les protéines. On en a plein ici. Bon, c'est vrai que chez vous, ce n'est pas industriel. Il n'y a pas plein de produits chimiques. C'est plus frais, plus bio et bien meilleur que chez nous. Mais vous voyez ce que je veux dire. Quoi que vous décidiez, Groenland, je vous soutiendrai quoi qu'il arrive. Mais si vous voulez rejoindre la famille,
Je vous accueillerai vraiment avec plaisir et je dis ça en mon nom personnel, c'est tout. Écoutez, Groenland, si vous rejoignez les États-Unis d'une manière ou d'une autre, même en gardant votre souveraineté avec un statut d'association libre et des relations diplomatiques, je m'engage à apprendre et chanter votre hymne national. D'accord? Je sais que je peux le faire. J'ai déjà appris les paroles de la chanson de Nanook, comment elle s'appelle. C'est comme... J'adore ça. Quoi qu'il arrive, je vous soutiens. Vous avez tout mon amour américain partout. Peu importe votre choix, je suis là pour vous faire un gros câlin américain. Je vous aime, Groenland. Santé!